Bonjour chers étudiants, j'ai le plaisir de vous assurer les cours de TD relatifs au module portant sur la procédure civile qui vous est principalement dispensé par un professeur chevronné qui est professeur Qorri Youssoufi, qui est notre référence en la matière. Donc je me présente, je suis Nada Qorri, votre enseignante des cours de TD, et là je fais face à trois coïncidences dont la première est liée et due à mon nom de famille et au module à enseigner qui sont purement le fruit de la coïncidence. Et donc ça nous fait à la fois deux coïncidences. Quant à la troisième coïncidence, elle se rapporte à l'avènement du mois sacré du Ramadan que je saisis pour vous souhaiter beaucoup de réussite et de sérénité, comme je souhaite beaucoup de prospérité et d'éclat à Monsieur le doyen, à Messieurs les vice-doyens, au corps de l'enseignement, à toute l'équipe administrative, technique et pédagogique qui veille à rassembler professeurs et étudiants malgré cette distanciation sociale. Je vous dis que nous sommes désormais rapprochés scientifiquement grâce au recours à ces logistiques permettant le déroulement des cours à distance dans les meilleures conditions. Alors, ceci dit, et pour rapprocher cette discipline de droit, je vous propose de s'arrêter sur l'évolution historique du code de procédure civile que je vais exprimer en arabe, puisque cette langue, ou bien le sens recherché à travers la langue arabe est plus expressif, parce que cette langue est beaucoup plus riche qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc je vais dire, on va commencer par le muqaddimat al-mumahidat. Et donc pour ce, nous allons nécessairement évoquer cette notion que je défile devant vous d'état de droit. Donc cette notion nous traduit cette volonté de l'individu de se soumettre au droit, qui est par ricochet, exprime par ricochet cette volonté de se soumettre aux tribunaux et aux juridictions, qui nous incite par conséquent à s'interroger sur l'effectivité et l'efficacité de la loi. Cette question fait en sorte que la loi au sens large du terme nous servira de déterminant fort significatif et signifiant pour jauger et évaluer l'évolution juridique du code de procédure civile qui ne peut qu'aller de pair avec l'évolution sociale et politique du Royaume du Maroc. Et si l'on considère, entre autres, que le juridique comme mode d'action de l'État sur la société et comme mode de gouvernement politique, l'on interpelle encore une fois cette approche ou cette notion d'état de droit qui systématiquement nous conduit à faire appel à l'obéissance à soi-même du citoyen tel que l'a bien exprimé Jean-Jacques Rousseau. L'on se retrouve forcément devant une valeur pratique du juridique à travers l'effectivité de la loi, moyennant notamment l'expression qui veut que le juge dit le droit, qui nous verse par la même occasion
dans cet idéal de l'État et la société de droit. Et pourquoi nous avons, à votre avis, cette fois-ci, associé la société à cette notion d'état de droit? Tout simplement, tout bonnement, parce que le droit est l'expression de l'évolution de la société. Car si le droit ne suit pas le cours et le rythme de la société, il tombera en désuétude, c'est-à-dire nous serons face à un droit rendu caduc et archaïque, car il ne coïncide plus avec l'évolution et la mutation sociale, tout en retenant que le droit et la société vont de pair, parce que le droit aussi nous renseigne sur l'évolution sociale d'un pays donné. On est dans une perspective de démocratie participative et de modernisation sociale. On est de plein pied dans une approche de citoyenneté. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette mutation sociale doit bel et bien être conforme à la fois à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pour que la notion de droit révèle toujours le sens de rectitude, c'est-à-dire synonyme de tout ce qui est droit, istiqama. Alors, ce qu'on peut tirer de ce que je viens d'exposer, c'est que l'évolution en question s'accompagne d'une volonté de réforme et de refonte juridique dont l'enjeu est constamment celui de l'État et la société de droit, parce que ces deux substantifs sont décidément liés. Et là, je précise que pour que cette équation mettant en balance l'État et la société de droit tienne debout, il faut que la société fasse preuve de civisme juridique. Ce faisant, nous allons centrer notre attention sur la fonction du juge. Donc, pour ce, il s'avère judicieux de décliner cette fonction du juge, et donc de par son statut constitutionnel axé sur la séparation des pouvoirs, en l'espèce le juge est appelé, au vu de l'article 107 de la Constitution, à judiciariser, c'est-à-dire à encadrer par son office l'action de l'État, avec le moindre arbitraire, c'est-à-dire sans qu'il y ait abus de pouvoir. Cette disposition de la Constitution a converti vers le judiciaire, faisant foi de simple autorité autrefois en un véritable pouvoir à part entière et dûment indépendant. Alors, pour mieux nous rapprocher le sens que suscite le pouvoir judiciaire, qui nous mène à cogiter autour de la notion de justice, je vous propose à présent de passer en revue brièvement l'évolution des juridictions qu'a connues le Royaume du Maroc au fil du temps. Cet aperçu sera axé sur les questions de fond de procédure civile,
sans pour autant trop s'attarder sur la forme de l'organisation judiciaire qui fait l'objet d'un autre module sur lequel je n'ai pas intérêt à empiéter. Alors, cette évolution est marquée en l'occurrence par 3 temps, à savoir avant le protectorat, pendant le protectorat et après l'indépendance. Alors, notons qu'avant le protectorat, il y avait 5 ordres de juridiction. Nous avons eu la justice de Shra, la justice mkhzen, la justice coutumière, la justice rabbinique et la justice consulaire. Pendant le protectorat, cette phase a été marquée par 2 types de juridictions, à savoir les juridictions traditionnelles, avec le maintien des 4 juridictions qu'on vient de défiler, à savoir justice de Shra, mkhzen, coutumière et rabbinique, abstraction faite et exception faite de la juridiction consulaire qui avait pratiquement disparu. Pour le deuxième type des juridictions, il révèle les juridictions françaises. Et là, force est de signaler qu'en matière civile, commerciale et administrative, la procédure était dirigée par un juge appelé juge rapporteur qui recueillait les preuves et recevait les conclusions écrites des parties et de leurs avocats et la procédure de l'audience et éventuellement avec faculté de présenter des observations orales. Cette procédure était jugée efficace à l'époque, mais regrettable à la fois, parce qu'il fallait être français pour en faire partie, c'est-à-dire que les Marocains donc ne pouvaient pas accéder à ces juridictions, c'était du fait que c'était exclusivement réservé aux Français. Quant à la phase remontant à l'indépendance, plusieurs tribunaux ont pris une nouvelle appellation, à savoir les tribunaux français ont été appelés tribunaux modernes, les tribunaux mkhzen ont été appelés tribunaux de droit commun, des tribunaux régionaux, c'est-à-dire des tribunaux de première instance et des tribunaux de céded en remplacement des tribunaux de paix. Et les tribunaux coutumiers ont été remplacés par des cadis et des juges délégués. Et là, il y a lieu de noter que cette phase a été marquée par l'unification et l'arabisation, c'est-à-dire que seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains, tant pour les débats et les plaidoiries que pour les rédactions des jugements tels qu'il ressort de l'article 5 de la loi numéro 364 du 26 janvier 1965 relative à l'unification des tribunaux. Cette phase a donné naissance à une réforme d'envergure avec la publication de nouveaux textes relatifs à l'organisation judiciaire, à la procédure civile, ainsi que des dispositions transitoires de procédure pénale. Cette réforme a convergé vers la substitution des juridictions communales et d'arrondissement aux tribunaux de céded, le retour de l'ancienne appellation tribunaux de première instance en remplacement des tribunaux régionaux, la généralisation du principe du juge unique dans les tribunaux de première instance. Et là, entre collégialité et juge unique,
Donc, la position de la procédure civile a opté pour le juge unique vu l'efficacité et la célérité demandée pour, bien sûr, pour rendre un jugement donc, et pour répondre aux vœux des justiciables. Alors, en 1993, on a assisté à une réforme de taille avec la création des tribunaux administratifs et des tribunaux de commerce qui ont succédé par la suite. Au fil du temps, il y a eu la suppression de la Cour spéciale de justice qui se voulait une juridiction d'exception. Par la suite, en 2012, les juridictions communales et d'arrondissement ont été remplacées par des juridictions de proximité qui ont la particularité d'être confiées à des juges au vrai sens du terme, au lieu des juges non professionnels qui siégeaient dans les juridictions communales et d'arrondissement. Par cette même réforme, des chambres d'appel ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour statuer en appel sur les jugements de premier degré dont le montant ne dépasse pas 20 000 dirhams. Et d'après notre code de procédure civile entré en vigueur en 1974, tel qu'il a été consolidé en 2013 à travers des modifications tendant à le compléter, nous avons désormais des juridictions de proximité compétentes en matière civile pour connaître des affaires dont le montant ne dépasse pas 5 000 dirhams, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, une cour de cassation de 6 chambres. Quant aux juridictions d'exception, seul subsiste, je dis bien, le tribunal permanent des forces armées. En fait, le cadre ou le code de procédure civile tel qu'il a été modifié et complété tend à entériner en diapason avec les principes à valeur constitutionnelle, et ce, en consolidant l'indépendance du pouvoir judiciaire, moralisant le système judiciaire, renforçant la protection des droits et libertés, accentuant l'efficacité de la justice, développant les capacités institutionnelles du système judiciaire et en modernisant l'administration, en renforçant sa gouvernance, tout en favorisant par la suite le recours à la médiation et l'arbitrage comme mode de règlement de litiges. Alors, à travers ce parcours historique qu'a couru le Code de procédure civile, il s'avère judicieux de s'arrêter sur la notion de justice qui, à la fois, gouverne l'esprit du Code civil et traduit bien sûr, l'objectif escompté des justiciables. Alors, pour ce faire, j'aimerais emprunter et puiser de certains extraits de l'ouvrage intitulé « Justice » de Philippe Fontaine. Alors, le terme « justice », tout d'abord, vient du mot latin « ius »,
qui dénote l'idée de conformité du droit et le sentiment moral d'équité. Le terme prend en l'espèce une double signification de droit. Et donc, il désigne à la fois ce qui est conforme au droit, et l'on parle de la justice rendue par le pouvoir judiciaire, et il désigne d'un autre côté le sentiment d'équité, c'est-à-dire cet esprit de justice qui ne relève plus d'une institution, mais d'une exigence morale et d'un sens d'éthique. Alors, la justice est tout d'abord une idée qui irrigue et alimente les revendications de l'individu dans son rapport en société. Plus tard, l'idée de justice se prolongera dans le temps pour donner naissance à un certain nombre d'institutions et d'entités sociopolitiques ayant pour fonction d'incarner et de réaliser au sein de la société cette exigence individuelle et collective de justice. Donc, toute société met en place un système d'institutions et d'hommes chargés de dire la loi, et selon l'expression consacrée communément, l'on parle de rendre la justice, d'où j'ai jugé utile de m'arrêter sur les étapes par lesquelles le juge doit nécessairement passer pour solutionner un point obscur, un point opaque de droit devant éventuellement le silence de la loi. Alors, pour résoudre une problématique ou faire élucider une problématique juridique, le juge se situe devant une situation de droit, voire un vide juridique qui se matérialise par l'absence de texte, et cette absence de texte le conduit et l'incite à faire des efforts, à interpréter si nécessaire, parce qu'à défaut, il sera reproché de déni de justice. Donc, il est appelé à faire des efforts, moyennant ou en menant une interprétation, une réflexion juridique qui nous verse dans un acte juridique exprimé par un point de vue pour combler notamment un vide juridique qui va le conduire ou qui va déboucher sur, bien sûr, une solution juridique qui est celle de dire le droit, et donc le juge, à travers ses efforts, les efforts consentis d'interprétation, faisant foi d'actes juridiques et donnant lieu à l'expression d'un point de vue juridique, faisant foi de loi, le juge dit la loi et rend son jugement, ce qui nous mène à dire que telle décision décisoire devient force de loi. Le cas échéant, c'est le cas d'espèce qui nous sert par la suite
de cas jurisprudentiels. Alors, pour conclure, l'exigence de cette justice dans les rapports entre les hommes semble remonter à l'Antiquité et a subi de nombreux remaniements qui lui ont donné sa physionomie actuelle, cette idée de justice escomptée par tout justiciable. Sur ce, je m'arrête à ces éléments du cours de TD pour qu'on puisse, lors d'une prochaine séance, Inch'Allah, aborder les concepts clés qui gouvernent l'esprit du Code de procédure civile et les principes directeurs de la dite matière. Sur ce, je vous dis, restez attentifs et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.